On continue le cours sur les probabilités après un petit cours d'introduction qui était le 1 et le cours 2 qui exposait l'essentiel de la notion de probabilité. Attention, sur un univers fini, on fait un cours qui essentiellement sera consacré à la formule de Bayes, quelques applications et la notion d'indépendance en fait, d'événements dits indépendants. Je vous rappelle que oméga c'est notre univers. L'univers ça contient des issues. Les issues étant les résultats d'une expérience où le hasard joue un rôle. Expérience dite aléatoire. Et je viens de vous le rappeler, à chaque partie de oméga, donc pas forcément à une issue. Une issue elle-même, c'est un singleton, donc c'est quand même une partie, ça peut former une partie de oméga, et on peut lui associer une probabilité. Mais en fait, on peut faire ça avec n'importe quelle partie de oméga. On associe via l'application petit p à cette partie un nombre entre 0 et 1 qui représente alors sa probabilité de survenue. Mais, je vous l'ai dit, P peut être très divers. C'est-à-dire que faire des probabilités, c'est choisir son univers et sa loi de probabilité. C'est YES ou il y a un R? Ah non, c'est B-A-Y-E-S, oui. Bayes. Lequel ressemble à un R? Bayes. Alors, soit A et B dans P de oméga, donc deux événements qui ont chacun une probabilité non nulle, avec probabilité de A différent de 0 et probabilité de B différent de 0. On a deux points, la probabilité de... Alors, c'est une formule assez élémentaire, hein, mais l'idée c'est de faire un lien entre la probabilité de A sachant B et la probabilité de B sachant A. Alors, le lien c'est le suivant, probabilité de B sachant A multiplié par probabilité de A et divisé par probabilité de B. Hop. Allez. Tac. Donc vous voyez c'est une formule qui permet de renverser la causalité ou la probabilité d'un événement sachant l'autre. Quand on connaît la probabilité de B sachant A, on peut calculer la probabilité de A sachant B. À quelles conditions? Connaître les probabilités à la fois de A et de B. La preuve, je vous écoute. Et pour ça, il faut se rappeler ce que c'est que la probabilité de A sachant B. Eh bien, probabilité de A sachant B, on peut même directement la multiplier par probabilité de B, c'est quoi? C'est quoi la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B? Vous pouvez l'imaginer dans l'autre sens. Hein. Ça veut dire que, par exemple, quelle est la probabilité qu'advienne d'abord B, puis qu'une fois B ayant eu lieu, A advienne. Ça, c'est la probabilité que A et B adviennent. Donc ça, c'est la probabilité de A inter B. Oui, mais est-ce que vous voyez que A et B jouent des rôles très symétriques dans cette affaire? Autrement dit, on peut dire aussi que c'est la probabilité de B sachant A une fois que A est advenu. Autrement dit, B sachant A fois probabilité de A. Donc comme vous voyez, ce n'est pas une formule très compliquée, hein, mais elle permet comme ça de renverser, si j'ose dire, la connaissance de la probabilité qu'un événement advienne sachant l'autre. Alors, une généralisation bien utile. Généralisation. Comme souvent, on prend un système... Ah, vous avez bravo. Les bras sont superbes. Qu'est-ce que je... Oui, je laisse ça pour qu'on voit que c'est une généralisation. Alors, soit A1, A2 jusqu'à A grand N, un système complet d'événements. Un système complet d'événements. Alors, l'idée, c'est la suivante. Il faut
pour pouvoir utiliser ce type de formule, qu'en plus du fait que ça forme un système complet, bon, je vous rappelle qu'ils sont 2 à 2 distincts. Alors, en tant que partie, ils sont distincts, en tant qu'événement, ils sont incompatibles. Leur union, c'est tout oméga, et en termes de ou, A1 ou A2 ou 3 petits points ou AN, c'est oméga tout entier. On rajoute avec, quel que soit I appartenant à un N, aucune des probabilités là n'est nulle. Donc ça fait probabilité de grand AI égale 0. Alors, on a 2 points. Probabilité de AI sachant B. B est aussi un... je garde la notation précédente, mais je détaille le A. Oui. C'est pas plutôt différent de 0? Bien sûr, merci. La probabilité de AI sachant B, c'est la probabilité de B sachant AI multipliée par la probabilité de AI, et on va diviser ici en utilisant la formule des probabilités totales par la somme. Alors vous voyez qu'en fait, regardez, ça va être très simple. Hein. Ici, AI joue le rôle de A. Autrement dit, P de AI sachant B, c'est P de B sachant AI fois P de AI. Donc l'idée c'est de décomposer B en utilisant les AI. Donc ici on va faire somme pour... Alors est-ce que j'ai pris K ou I? Allez, disons 1 plus petit que K, plus petit que grand N, des probabilités de B sachant AK multipliées par probabilité de AK. Alors, voilà la formule de Bayes un peu améliorée, si j'ose dire, c'est-à-dire que au lieu d'un seul événement, on considère tout un système formant un système complet. Bon, la preuve de ça, qu'est-ce qu'il suffit d'écrire? Preuve, on a P de AI, en reprenant la formule de Bayes, P de AI sachant B égale P de B sachant AI multiplié par P de AI divisé par P de B. Et vous souvenez-vous que P de B, alors ça s'appelle comment cette probabilité-là? Cette formule, pardon, que je vais utiliser. P de B, c'est la formule dite des probabilités totales. Et en fait, je vous ai dit, c'est la probabilité qu'advienne B, c'est la somme des probabilités qu'advienne B sachant AI, pondérée à chaque fois par la probabilité qu'advienne AI. Ça vous va? Autrement dit, c'est quoi? Est-ce qu'elle vous semble normale? Normale, logique, excusez-moi. 1 plus petit que K, plus petit que grand N, des P de B sachant AI, K, pardon, puisque ici je somme sur K, multiplié par P de AK, ce qui constitue le nouveau dénominateur. Est-ce que cette formule des probabilités totales, elle vous semble logique? Hein, on en avait parlé dans la séance cours 2. Ça vous semble logique, ça? Hein, on étudie en cas par cas. Et c'est pour ça qu'il faut que les cas, CAS, hein, petit AK, parce que K c'est aussi l'indice. Je parle des cas qui sont et j'ai du mal à trouver les mots ce matin. Les cas CAS soient disjoints et que la totalité des cas forme la totalité des cas possibles. C'est pour ça que le système d'événements doit être complet. Pour que ça soit vrai. Quelle est la probabilité que B survienne ou advienne? C'est la probabilité que AK survienne et que dans ce cas, B sachant AK arrive. Puis la probabilité, on est dans le cas 2 si vous voulez, A2 est arrivé et B sachant A2 aussi. Puis dans le cas 3, A3 est arrivé et donc probabilité que A3 arrive multipliée par probabilité que B sachant A3, etc. C'est pour ça. Alors cette formule dite des probabilités totales ne marche que pour un système complet d'événements. Alors un petit exemple qui est utile, c'est le plus simple
des systèmes complets d'événements qu'on prend souvent, c'est oui ou non, hein, c'est exemple courant, exemple important, exemple important. A soit hop, A bar ou est un système complet d'événements. On prend quelques précautions avec P de A différent de 0 pour que ça puisse fonctionner. Dans ces cas-là, que devient la formule de Bayes mélangée, si j'ose dire, avec la formule des probabilités totales? C'est probabilité de A sachant B égale au numérateur toujours, donc c'est le principe du renversement, B sachant A multiplié par probabilité de A, et au lieu d'écrire probabilité de B en bas, qu'est-ce que j'écris? En utilisant cette formule, sachant que A est complémentaire de A, ou en termes de ensembliste, ça c'est ce qu'on appelle le complémentaire de A. En termes probabilistes, c'est l'événement contraire de A. D'accord? Bon, ben alors qu'est-ce que j'écris là? P de B sachant A multiplié par P de A plus P de B sachant A bar multiplié par probabilité de A bar. Alors celle-là, elle est pas mal, elle est bien aussi. Tac. Parce qu'elle ne fait apparaître que des probabilités de soit B sachant A, soit B sachant A ou B sachant A bar. Alors ça c'est par exemple classiquement le protocole de test. Si A est un test, B par exemple c'est regardez, on est en plein Covid, B c'est la probabilité j'ai le Covid. B c'est l'événement j'ai le Covid. Ça vous va? Et A c'est l'événement mon test au Covid est positif. Alors ça, c'est la probabilité d'avoir le Covid quand le test est positif. Et ça, c'est la probabilité que le test soit positif quand on a le Covid. Et regardez comment on le calcule. Donc, probabilité d'avoir le Covid quand le test est positif. Ça, c'est, on fait des statistiques sur l'efficacité du test. P de A, là, on fait des statistiques sur la population. Et ici, vous avez donc... on divise par probabilité que le test soit positif alors que le type ait le Covid alors que son test est positif. Et là, probabilité que le test il soit malade alors qu'il a eu un test négatif. Là, il est malade alors qu'il a eu un test positif. Là, il est malade alors qu'il a eu un test négatif. Et on trouve la probabilité que le test soit positif quand on est malade. Ce qui est quand même très intéressant. Vous voyez qu'on a renversé la... Alors après, vous pouvez tout renverser. La probabilité d'être malade quand le test est positif. On n'avait pas inversé le fait que ce soit B, ça soit le test positif, et A, ça soit si on est malade ou pas. Du coup, ça sera le test positif sachant qu'on est malade, et l'autre, ça sera le test positif sachant qu'on n'est pas malade. Si tu veux, c'est ce que j'ai dit, tu peux choisir. C'est symétrique. Et vous voyez que ça renverse la causalité. Quand on cherche enfin, ça renverse le lien entre l'un sachant l'autre et l'autre sachant l'autre. Je ne vois pas ce que ça change de multiplier par P de A. Non. En bas, enfin, je veux dire, de multiplier par P de A dans la signification. Parce qu'il faut que le dénominateur soit P de B. Alors, P de B, en fait, B peut être réalisé, soit quand A est réalisé, soit quand A n'est pas réalisé. Donc la probabilité de B, c'est que B soit réalisé alors que A est réalisé, et ça, c'est ce produit-là. A a eu lieu, et tu multiplies par la probabilité de B sachant A. Ça, tu sais que ça, là,
Ce morceau, c'est P de B inter A. Et ça, là, ce morceau-là, c'est P de B inter A bar. Rappel. Ce que tu avais du mal à comprendre, c'est quelle est la signification du dénominateur? De multiplier par... Oui, alors c'est parce que P de B, sachant A, fois P de A, plus P de B inter A, fois P de la barre. Si on revient à ce qu'on a écrit plusieurs fois, ça c'est P de B inter A, et ça c'est P de B inter A bar. Donc c'est ce que je te disais, c'est la probabilité de B finalement. Égale probabilité de B. Par la formule des probabilités totales. Alors, la dernière dans le genre, hop, ça s'appelle la formule des probabilités dans le genre sachant que, hein. C'est la formule dite des probabilités composées. Allez, formule des probabilités composées. Hop. Alors, cette fois on prend des événements mais quelconques, soit A1, A2, jusqu'à AN, quelconque dans P de oméga, donc des événements, avec comme condition que l'intersection de tous les AI est une probabilité non nulle, telle que la probabilité de... Alors, soit avec des pointillés, allez, A1, inter, A2, inter, 3 petits points, inter, A, grand N, ça c'est la probabilité de l'intersection de I plus petit que 1, pardon, 1 plus petit que I plus petit que grand N des AI ne soit pas nul. Alors, on a probabilité de l'intersection, justement. On a 2 points, probabilité de 1. Alors, je vais l'écrire comme ça. Probabilité de, hop, intersection de 1 plus petit que I plus petit que N des AI. C'est... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ça, c'est la probabilité que tous les événements se soient réalisés. Ça vous va? Alors, l'idée, c'est la suivante. Pour que tous les événements se soient réalisés, il faut déjà que le premier se soit réalisé. Eh bien, la probabilité que ça ait lieu, c'est P de 1. Mais, sachant que 1, c'est réalisé, il faut que A2 se soit réalisé. Donc, on va multiplier par P de A2, sachant A1. Mais ça c'est la probabilité que A1 et A2 se soient réalisés. Là, on veut aussi que A3 se soit réalisé. Donc, il faut multiplier par quelle probabilité? Probabilité de A3, sachant, et attention, c'est là qu'il faut faire attention, sachant A1 inter A2, puisqu'ici, c'est déjà réalisé. On dit ici, il y a A1 inter A2 fois 3 petits points, fois, est-ce que j'ai la place de l'écrire? Fois, ben, écrivez-moi le dernier. Fois, je vais le mettre là-haut, là. Fois 3 petits points. Hop. 3 petits points fois probabilité le dernier de la bande, c'est AN, sachant quoi? 1, inter A2, inter A. Exact. 3 petits points, inter A, grand N, moins 1. Allez, on encadre ça. Tac.
Oui, différentes zéros. Alors, la preuve. Eh ben, vous, ça se fait par récurrence en fait. Bon, est-ce que pour 2 ça marche? Le premier c'est 2, quoi. Quand n égale 2. Est-ce que P de 1, 1 inter A2, ça vous dit pas quelque chose? P de A1 inter A2, là, si j'applique la formule, c'est P de A1 fois P de A2, sachant A1. C'est vrai ça? Oui, c'est même la définition de P de A2 sachant A1. Ici, c'est P de A1 inter A2 divisé par P de 1. D'accord? Puis récurrence sur... Puis récurrence, en l'occurrence finie sur K. Hein. Récurrence sur K. Vous supposez que c'est vrai jusqu'à... sur I, pardon, parce que je l'ai appelé I, mon truc. Hein. Récurrence sur I. Donc vous supposez que c'est vrai pour un I entre 1 et N moins 1. Et vous montrez que c'est vrai pour le I d'après. Je vous laisse faire ça. Alors, bon, ça c'est à retenir quand on veut calculer la probabilité que des événements soient tous réalisés. Alors, l'ordre dans lequel vous les traitez, bon, ça dépend de vous. Hein. Vous voyez qu'ici, vous pouvez alterner, ça ne dépend pas de l'ordre. En revanche, là, les probabilités dépendent de l'ordre. Donc, il faut en général les ordonner quand on a le plus facilement accès à cela. C'est-à-dire qu'ici, on mettra celui qui permet de calculer plus facilement P de A2 sachant 1, puis P de A3 sachant 1, inter A2. Notamment, ça c'est le cas des tirages successifs de quelque chose, des pièces de monnaie, vous voyez, si on veut que, par exemple, on fait des tirages de dés, et puis on veut savoir, ici, savoir la probabilité que les 5 premiers tirages aient donné un nombre pair. Alors, il faut déjà que le premier tirage ait donné un nombre pair. Et on multiplie par la probabilité que le deuxième tirage ait donné un nombre pair, sachant que le premier tirage a donné un nombre pair. Alors là, ça dépend beaucoup de la nature du tirage. S'ils sont complètement indépendants, en fait, ça va être quoi? C'est pour introduire mon paragraphe d'après hein, que je fais ça. Si le dé n'est pas pipé, si le tirage numéro 2 ne dépend en aucun cas du tirage numéro 1. Il y a des tirages qui dépendent les uns des autres. Par exemple, vous avez une urne, vous enlevez une boule. Le tirage numéro 2, vous avez moins de boules, donc moins de choix, et ça va dépendre. En revanche, si le tirage, c'est je jette le dé, est-ce que vous voyez que le jeté numéro 2 ne dépend en rien du jeté numéro 1? Donc, ma question, c'est dans ce cas, qu'est-ce que ça va être P de A2 sachant 1? C'est P de A2 tout seul. Autrement dit, et là vous commencez à comprendre, enfin, j'espère pourquoi je suis en train de parler de ça, c'est que quand est-ce qu'on va dire que les événements A1, A2 jusqu'à AN sont indépendants? Quand, ici, toutes les probabilités, là, c'est que la probabilité de la première. Autrement dit, quand la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. D'accord? Eva, tu voulais poser une question? Non, c'est bon. C'est bon? Eh bien alors justement, point 4. Est-ce que vous avez compris l'histoire des tirages successifs? D'accord? Alors là, quand est-ce qu'elle sert? Là, peut-être pour celle-là. Quand par exemple, les tirages successifs sont non indépendants. Hein, ne sont pas indépendants. C'est-à-dire que le résultat du tirage 3 dépendra de ce qui est advenu au tirage 1 et 2. Là, il faut appliquer ça. D'accord? Alors, par contre, il y a des fois où, eh ben, il n'y a pas besoin de ça. Hein. C'est quand les événements sont indépendants. Alors là, attention, il y a deux termes à connaître. C'est indépendant 2 à 2 et indépendant mutuellement. 4 indépendances.
Indépendance. Tac, tac. Alors, on va commencer par 2. Soit A et B appartenant à P2 oméga au carré. Donc 2 événements ou 2 parties de notre univers. Définition. Définition. Alors justement, mon petit speech précédemment, à votre avis, qu'est-ce qu'on va prendre comme définition pour dire que A et B sont indépendants? On dit que A et B sont indépendants. Alors, si et seulement si, quoi? P de A inter B égale P de A fois P de B. P de A inter B égale P de A fois P de B. Alors, remarquez bien que si et seulement si, ça veut dire par exemple que ça peut être utilisé dans les deux sens. Je m'explique. Les probabilités en général sont issues d'une modélisation du réel. Donc vous avez une situation qui vous est décrite en termes de tirage, de saut, de passage d'épreuves, etc. Si logiquement, l'expérience assure que A et B sont indépendants. Exemple, mon tirage successif au dé là. On ne voit pas pourquoi le tirage numéro 2 dépendrait en quoi que ce soit du tirage numéro 1. La main du mec qui jette les dés, c'est pas fatigué. Vous voyez ce que je veux dire? À moins que... Non, enfin, la situation exige que l'indépendance soit admise. Alors, dans ces cas-là, on peut utiliser ça, la probabilité qu'un A inter B soit... c'est P de A fois P de B. Mais réciproquement, des fois, la situation est assez floue et on se demande si deux événements sont indépendants. Alors, dans ces cas-là, c'est ça qu'on fait. On calcule la probabilité de A inter B, on calcule la probabilité de A, on calcule la probabilité de B, et si cette égalité a lieu, alors on dit, alors dans l'expérience initiale, en fait, c'était indépendant. D'accord? Bon, une remarque. A et B sont indépendants. Il y a deux autres façons de l'écrire. Si et seulement si, qu'est-ce que c'est que P de A sachant B? C'est P de A. Et qu'est-ce que c'est que... Là aussi, hein, c'est deux autres façons, mais assez logique de les écrire. Qu'est-ce que c'est que probabilité de B sachant A? C'est P de B. Alors, est-ce que j'ai besoin de faire le si et seulement si? Rappel. P de A sachant B, c'est, je vous écoute, P de A inter B divisé par P de B, et P de B sachant A, c'est P de 1 inter B divisé par P de 1. Vous voyez l'équivalence ou pas? Est-ce que ça est équivalent à ça? Ben, si ça est vrai, ici au numérateur, on a quoi? P de A fois P de B. Donc P de A sachant B, c'est P de A. Maintenant, si ça c'est vrai, en multipliant par P de B, on retrouve ça. D'accord? Idem pour l'autre. Donc, vous voyez que deux événements sont... Alors ça, c'est la définition. Mais ça, on comprend bien que si A et B sont indépendants, le fait que A advienne alors que B soit advenu ou pas, là, c'est la probabilité que A advienne tout seul. D'accord? Sans qu'on ait à se préoccuper que B soit advenu ou pas. Que ce soit réalisé, si tu veux. D'accord? J'appelle B plutôt
la réalisation des issues contenues dans l'événement, si vous voulez. Hein, quand je dis advienne, ou quand je dis advient, ou se réalise. D'accord? Faites-moi des petites propriétés. Propriétés concernant l'indépendance. Propriété. Si deux événements sont indépendants, alors leur contraire l'un avec l'autre, enfin je vais écrire, ça sera mieux. Si A et B sont indépendants, deux points, les événements ou forment un couple plutôt, c'est-à-dire forment un couple, c'est-à-dire forme, on va écrire ça comme ça, un couple d'événements indépendants, d'événements indépendants. Alors, il y a d'autres couples qu'on peut en déduire former des événements indépendants. Et disons dans l'ordre de la démonstration prévue, A bar B, A, B bar, et A bar, B bar aussi. Hop. Autrement dit, si deux événements sont indépendants, les événements contraires sont indépendants. L'événement A et l'événement contraire de B sont indépendants. L'événement contraire de A et l'événement B sont indépendants. Ça semble assez logique et on va le prouver parce qu'on a pris une... Pourquoi on est obligé de le prouver? Parce qu'on a pris une preuve, une définition en termes d'égalité de nombres pour l'indépendance. Alors, je vous écoute, et ça constituera, disons, un petit exercice, parce qu'on n'aura pas le temps de faire des exercices. Hein. La feuille d'exercice sur les probas, je la mettrai demain sur cahier de prépa. Au fait, Riel, je n'ai pas reçu le PDF. Tu pourras me le renvoyer à l'adresse lycéenevel.org. Oui, je vais regarder dans l'après-midi. Moi, je renverrai. Ou alors, peut-être, c'est pareil, essaye Gmail, tu as mon adresse Gmail? Pourtant, j'ai toujours reçu ta mail, notamment le précédent petit corrigé. Bon. D'accord, tu regarderas. Tu regarderas si c'est pas encore dans ta boîte d'envoi, faute de réseau. J'en étais où? Ah oui, faisons ces preuves comme le petit exercice qu'on fera ensemble. Faisons ça comme plutôt un petit TD. Je vous écoute. Prouvez-moi que le premier est vrai. Que les événements non A et B sont indépendants, sachant que A et B le sont. Allez, 1. De toute façon, c'est toujours pareil, ce type de preuve. Maintenant qu'on a choisi la définition, il faut calculer quoi? B2, 1 bar. Inter B. Et ça, c'est quoi? C'est P2 à bar. Oui. Regardez, qu'est-ce que c'est que A bar inter B? Remarque. Qu'est-ce que c'est que A bar inter B? Je pourrais faire un petit schéma peut-être avec A bar et B. On va faire ça. Tac, tac, ça c'est oméga, l'univers. Je fais un événement A qui a une tête un peu carrée. Et ça, du coup, c'est l'événement contraire de A. Là-dedans, je mets une patatoïde qui est l'événement B. Hop, attention, le A bar, c'est tout le reste. Hein. Là, ici, le... Hop. A, c'est le carré, là, et B, c'est ça. Hop, voilà B. Alors, comment, enfin, est-ce que vous voyez ce que c'est que B inter A bar en termes de... Ça, c'est quoi, ce petit carré là? Ça, c'est ce que je assure, c'est quoi ça? A inter B. Et ce que je assure dans l'autre sens, ça porte un nom.
c'est B privé de A bar. Donc qu'est-ce que c'est que A bar B privé de A. A bar inter B, c'est B privé de c'est B privé de A. Et donc si c'est B privé de A, c'est B privé de A inter B. C'est B privé de A inter B. Donc, est-ce que vous comprenez que ça, c'est la probabilité de B moins la probabilité de A inter B? Probabilité de A bar, vu cette ici, c'est la probabilité de B. Vous vous souvenez que c'est l'une des propriétés de probabilité, hein, quand on a la probabilité de oméga privé de quelque chose, B jouant ici le rôle de l'événement total, ça c'est probabilité de B moins probabilité de A inter B. Mais qu'est-ce que c'est que la probabilité de B? Alors, probabilité de A bar inter B égale probabilité de B moins, puisque j'ai supposé les événements A et B indépendants, ça c'est P de A fois P de B, ça c'est P de B facteur de, ouvrez la parenthèse, 1 moins P de A, oui mais 1 moins P de A, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité de l'événement contraire de A. Et donc, qu'est-ce que j'ai démontré? Que la probabilité de A bar inter B, c'était la probabilité de B fois la probabilité de A bar. Ceci assure que... Alors, qu'est-ce qu'on a fait? A bar et B sont indépendants. Indépendants. Bon, l'autre, c'est vraiment symétrique. De même, on montre de même que la probabilité de B inter A bar, c'est la probabilité de B fois la probabilité de A bar. Et donc ils sont indépendants. Reste le deuxième truc un peu particulier, c'est probabilité de A bar inter B bar. Et ça, il faudrait que l'on montre, en supposant l'indépendance de A et B, que c'est probabilité de A bar fois probabilité de B bar. Je vous écoute. Une remarque avant de commencer. Fouillez dans votre mémoire. Qu'est-ce que c'est que l'intersection du complémentaire de A avec le complémentaire de B? Et dites-moi s'il vous faut un schéma. L'intersection du complémentaire de A avec le complémentaire de B. C'est le complémentaire de... Oui. C'est le complémentaire de A union B. Par exemple, sur le schéma, alors il est plutôt moche, le schéma, là, parce qu'il y en a un qui est carré et l'autre qui est rond. Mais c'est ça, là. Ça vous va? Vous voulez que j'en fasse un plus... Ouais, d'accord. Hop, j'en refais un plus papateux. Enfin, ou A et B, je déroule plus symétrique, hein, en l'occurrence. Ici A, ici B. Oméga privé de A, c'est tout sauf le orange. Oméga privé de B, c'est tout sauf le orange. Oméga privé de A, c'est l'un ou l'autre, hein, c'est tout sauf le vert. Et l'intersection des deux, c'est tous, c'est pas avec l'achure, quoi, c'est tout sauf l'un ou l'autre. Alors, tout sauf. Hop, 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 hop. Ça vous va, ça? Alors, je vous écoute. Égal, là-haut. Ben, on va écrire ça. Probabilité de A union B, le tout, bar. Donc, P de, je reviens à A bar inter B bar, égale
Alors, qu'est-ce que c'est que la probabilité de l'événement A union B en termes ensemblistes complémentaires de A union B, en termes... non, j'ai dit en termes ensemblistes, là, j'ai dit probabilistes. Et en termes probabilistes, quelle est la probabilité de l'événement contraire de A ou B? C'est 1 moins probabilité de A ou B. Oui, mais quelle est la probabilité? Vous voyez, je fais cet exercice parce que c'est aussi une petite révision de ce qu'on a fait hier, hein, les propriétés formelles des probabilités. C'est quoi les probabilités de A union B? La probabilité de A union B. C'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Oui, mais qu'est-ce que mon hypothèse me permet d'écrire? P de A inter B, c'est P de A. Mais mon hypothèse permet d'écrire 1 moins P de A moins P de B, et ici plus, alors P de A inter B avec P de A inter B égale P de A inter B par indépendance, c'est P de A fois P de B. Donc ici j'écris P de A fois P de B. Or, eh bien, si on calcule probabilité de A bar multiplié par probabilité de B bar, ou en termes probabilistes, la probabilité de l'événement non A multiplié par la probabilité de l'événement non B, ça c'est 1 moins probabilité de l'événement A multiplié par, je peux mettre des crochets si vous le souhaitez, 1 multiplié 1 moins la probabilité de A multiplié par 1 moins la probabilité de B, et si on développe, il vient bien 1 moins probabilité de A moins probabilité de B plus probabilité de A fois probabilité de B. Donc, la probabilité de A bar inter B bar, ou complémentaire de A inter complémentaire de B, c'est probabilité de complémentaire de A fois probabilité de complémentaire de B. Conclusion, les événements contraires de A et B sont bien indépendants. Voilà. Bon, ça servait essentiellement à revenir sur les petites propriétés des probabilités vues la dernière fois. Alors, maintenant, on généralise à plus de 2. Ça vous va cette petite démonstration, ça y est? Alors, plus de 2, et c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique en termes d'indépendance. Indépendance mutuelle et indépendance 2 à 2. C'est le titre. Indépendance 2 à 2 et indépendance mutuelle. Alors, ça c'est quand il y a plus de 2 événements. Hop. Allons-y, soit 1, toujours pareil là, soit 1, 1, A2, A grand N, appartenant à P de oméga le tout exposant grand N, donc des événements quelconques. Ils n'ont pas du tout besoin de former une famille d'événements complets, hein, une famille complète d'événements. Bon, la première définition est assez simple. Définition. On dit que A1, A2 jusqu'à AN sont 2 à 2 indépendants, si et seulement si sont 2 à 2 indépendants, si et seulement si. Bien sûr, ici, n est plus grand que 2. Hein. Ben, la définition est dans le titre. Hein. Je l'écoute. Indépendant 2 à 2, ça veut dire que si j'en prends 2, autrement dit, quel que soit IJ appartenant à un grand M, le tout haut,
carré, si I est différent de... Ah oui, juste un truc, on n'est jamais indépendant avec soi-même. Hein. D'accord? L'événement A n'est pas indépendant de A. Implique... Alors, AI et AJ sont indépendants, à savoir P de AI inter AJ égale P de AI fois P de AJ. Alors, ça c'est facile à concevoir, mais l'idée c'est quoi? C'est que par exemple, l'événement 3 peut être indépendant de l'événement 1. C'est-à-dire que la survenue des issues de A1 n'influe pas sur la réussite ou l'advenue de l'événement 3. Il peut être indépendant de l'événement 2. C'est-à-dire que le fait que A2 les issues composant A2 se soient réalisées ou non, n'influe pas sur A3. En revanche, il peut être dépendant du fait que A1 et A2 se soient réalisés ensemble. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, par exemple, que le fait que A1 et A2 aient eu lieu peut faire en sorte que A3 soit modifié. Le fait que A1 seul ait eu lieu n'influe pas sur A3, la réalisation d'A3, le fait que la réalisation d'A2 n'influe pas sur la réalisation d'A3, mais la réalisation de A1 inter A2, dans ces cas-là, influe sur A3. Et alors ça, ils sont 2 A2 indépendants, si par exemple A1 et A2 sont aussi indépendants. Mais eux, tous les trois, ne sont pas mutuellement indépendants. Parce que A3 n'est pas, dans mon exemple, indépendant de A1 inter A2. D'accord? Alors, l'idée de l'indépendance mutuelle, c'est plus fort. Donc ça, c'est définition 1 et définition 2, plus forte. On dit que A1, A2, tac, 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 AN, sont mutuellement indépendants si et seulement si, pour toute sous-famille de 1n, autrement dit, quel que soit, je vais l'appeler grand I, cet ensemble d'indices, quel que soit grand I, une partie de 1n, la probabilité de l'intersection des AI pour I appartenant à grand I égale le produit pour I appartenant à grand I des probabilités de AI. Hop. Alors, exemple avec 3, puisque j'ai commencé par ça. Exemple avec 3. Exemple de 2 avec 3. Exemple de 2. Exemple de 2 avec 3 événements. Avec 3 événements. Dites-moi quand est-ce que A1, A2, A3, donc 3 événements, A1, A2, A3, sont mutuellement indépendants. Hop. Alors, j'ai laissé la définition. Vous l'adaptez à 3, c'est-à-dire alors déjà, si le choix de la partie 1n est de prendre qu'un seul indice, ça va être évident. Ça vous va? Donc là où c'est intéressant, c'est quand on commence à prendre des parties de 1n qui ont soit 2, soit 3, soit 4, soit n-1, soit n éléments. Bon, donc pour 3, les parties soit à 2, soit à 3 éléments. Donc, si et seulement si, je vais l'écrire là, si et seulement si. Alors pour les parties à 2 éléments, ça va faire P de 1 inter A2 égale
P de 1, P de 2, P de 1 inter à 3 égale P de 1 inter P2 fois P2 à 3, P2 à 2 inter à 3 égale P2 à 2, P2 à 3. Hop, j'espère que ce point est visible. Et quoi? Alors, parce que si on s'arrête là, si on s'arrête là, c'est quoi? Ça, c'est la définition de quoi, là? Si je mets pas le « et ». Non, mais c'est la définition de 1 à 2 à 3 sont 2 à 2 indépendants. Et qu'est-ce qui manque pour qu'ils soient mutuellement indépendants? Il manque le troisième qui est P2 à 1, inter à 2, inter à 3. Là, c'est P2. Alors en fait, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. C'est que P2 à 3 ne dépend... La survenue de A3 ne dépend pas de A1 inter à 2. Autrement dit que P2 à 3, inter à 1 inter à 2, c'est P2 à 3 multiplié par P2 à 1 inter à 2. Mais comme P2 à 1 inter à 2, c'est P2 à 1 fois P2 à 2, parce que 1 et A2 sont indépendants, ça va faire P2 à 1, P2 à 2, P2 à 3. Alors vous voyez qu'il y a une seule condition en plus, quand on passe de, j'arrive Eva, quand on passe de l'indépendance 2 à 2 à l'indépendance mutuelle, il n'y a que ça qui change quand on passe de 2 à 3. Mais est-ce que vous voyez que il y aura beaucoup plus de choses qui changent quand on passe de 2 à 4? La différence entre indépendant 2 à 2 et indépendant mutuellement sera beaucoup plus grande quand on passe de 3 à 4. Par exemple, 4 indépendants, ici vous aurez combien de conditions? Dans la première ligne, donnant l'indépendance 2 à 2. C'est choix de 2 parmi 4, ça va faire 6. Il y aura 6 égalités. Mais après, il y aura toutes les égalités où on prend 3 parmi 4. Puis l'égalité où on prend les 4 parmi les 4. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, le fait d'être mutuellement indépendant s'écrit par de plus en plus grand nombre d'égalités au fur et à mesure que le nombre d'événements croît. Et ces égalités ont évidemment le nombre d'égalités a un très grand rapport à voir avec les cas parmi. Hein, vous voyez qu'il faut sommer tous les cas parmi d'une ligne. Là, c'est 2 parmi... Là, il y a autant d'égalités que 2 parmi 3. Et là, il y a autant d'égalités que 3 parmi 3, c'est-à-dire 1 ici et 3 au-dessus. D'accord? Eva? D'accord. Attention, qui implique l'autre? Ben là, ça me paraît assez clair. Proposition, attention. Attention, les événements. Alors, je répète en fait, quand vous ferez des probabilités, et essentiellement des probabilités l'année prochaine, ou alors pendant les quelques exercices la semaine prochaine, le si et seulement si est intéressant. À savoir, il se peut que l'expérience aléatoire décrite conduise naturellement à savoir que les événements sont mutuellement indépendants. C'est-à-dire que, par exemple, l'événement A1 ne dépend en rien de la réalisation ou non de A2 à 3 jusqu'à N, ou de la combinaison de 2, 3, 4 ou N-1 de cela. C'est-à-dire de la réalisation de A1 et A3, de A2 à 2 et A3, de A2 à A4, de A4 et A6, de A4... Vous voyez ce que je veux dire? Il se peut que, vraiment, la description de l'expérience aléatoire assure que les événements sont mutuellement indépendants. Et dans ces cas-là, ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser au moment des calculs. En revanche, il y a des situations où même après exposition de l'expérience aléatoire, la question c'est est-ce que des événements sont mutuellement indépendants? Alors là, je dis malheureusement, il faut faire ça. C'est-à-dire qu'il faut vérifier pour toute partie de 1n que la probabilité de l'intersection des AI, c'est le produit des probabilités des AI.
D'accord? Alors, là, ça peut donner lieu à de nombreuses égalités. Et en général, on s'arrange pour ne pas les faire toutes. On dit, prenons une famille quelconque d'AI et essayons de vous montrer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ne pas faire le calcul pour 2, puis pour 3, puis pour 4, puis... Donc le si et seulement si est important parce qu'il là, ça dépend des exercices. Je dis soit c'est parce que ça demande des calculs parce qu'on sait que l'expérience appelle l'indépendance, ou alors l'expérience fait que quand on décrit deux événements, eh ben on ne sait pas du tout s'ils sont mutuellement indépendants ou non, et là c'est le calcul qui va nous le montrer. Ce que je veux dire par attention, c'est qui est, j'y ai répondu d'ailleurs, qui est plus fort que l'autre dans cette affaire. Attention, si A1, A2 jusqu'à AN sont mutuellement indépendants, indépendants, alors quoi? Ils sont 2 à 2 indépendants. Mais quoi? Ça, c'est le si alors. Mais la réciproque, c'est fausse. L'implication réciproque est évidemment fausse. L'implication réciproque est fausse. Implication réciproque, fausse. Tac, tac, tac. Donc on peut être 2 à 2 indépendants sans être mutuellement indépendants. Une petite remarque, c'est alors une remarque finale. Parce qu'après, je voulais vous proposer une espèce de... Mais on n'aura pas le temps. Je voulais vous proposer un truc un peu ludique sur le problème des chapeaux. Bon, tant pis, j'aurai pas le temps. Je mettrai dans la feuille d'exercice le problème des chapeaux du chevalier de Montmort. Bon, en 2 minutes. D'abord, je vais écrire ça, mais... Ouais, je ferai le truc des chapeaux après. Qu'est-ce que je voulais dire? Ma remarque finale, c'est si cette fois, A1, A2 jusqu'à AN, un grand N sont mutuellement indépendants, là encore, mutuellement... C'est vraiment très fort, hein, la propriété de mutuelle indépendance. Ils sont mutuellement indépendants, virgule, pour tout cas de... Hop, pour tout... pour tout cas de 1n, l'événement AK ne dépend pas de la réalisation de tous les autres. Écrivons ça. C'est-à-dire que AK est indépendant de... Attention, c'est qu'une condition nécessaire, là aussi, hein, c'est en si. Alors. Mais une des conditions nécessaires intéressantes, vous voyez, il y a 2 conditions intéressantes, à mon avis, hein, il y a 2 conditions intéressantes, nécessaires, indépendantes. La nuit a été courte, hein. Parce que après, je suis allé manger avec votre professeur de physique émérite, puis on a discuté. Il était frais ce matin ou pas? Oui. Il tient bien. Il y a une chemise. Bon, eh ben, moi j'ai trouvé ça la nuit un peu courte. Bon, je répète mais les 2 remarques que je voulais faire, c'est que l'indépendance mutuelle est quelque chose, est une condition forte. Il y a 2 conditions nécessaires pour que ça là, soit vrai, qui à mon avis sont intéressantes. La première, c'est l'indépendance de A2.
pour que des événements soient mutuellement indépendants, il est nécessaire qu'ils soient 2 à 2 indépendants. Une autre condition nécessaire, c'est que chaque événement ne dépende pas de la réalisation de tous les autres ensemble. À savoir, AK est indépendant de l'intersection des AI pour I différent de K. I appartenant à N, si on veut être un peu long, on écrit intersection des AI pour I appartenant à un grand N, mais I différent de K. Hop. Alors, pourquoi? Ben parce que vous voyez que c'est le cas particulier à 3 éléments, c'est quand on fait l'intersection de tout le monde, ça doit être le produit des intersections. Donc ici, le produit de la probabilité de ça inter ça doit être la probabilité de AK, en effet, la probabilité de AK inter crochet l'intersection des AI pour I différent de K. Bon, d'abord, l'hypothèse de mutuelle indépendance, elle dit quoi? Désolé, j'ai peur de m'en aller. Ah, mais tout le monde va devoir s'en aller. Non, mais Il a un taxi. j'ai un taxi. Ah, t'as un taxi. Un vol à 14h, donc je dois 13h là-bas. Bonnes vacances. Merci. C'est pour ça que tu étais tout prêt, mais où est ta valise? D'accord. J'étais vraiment prêt. Bon, bah bon voyage. Et à l'année prochaine. Merci bien, on se reverra en col. Oui. Je fais l'école des MP pour savoir si vous continuez à progresser. Bon, que dit la formule de... Ça c'est l'intersection de tout le monde, donc ça va être P2, ça va être le produit pour 1 plus petit que I plus petit que N dP de AI. Oui, mais ça c'est le produit de AK tout seul, multiplié par le produit par la probabilité et le produit des probabilités des AI n'étant pas K, ça c'est la probabilité de l'intersection des AI n'étant pas. Aidez-le, aidez-le. Vraiment désolé. Merci bien. Allez, bisous. Vacances. Et vous avez tous un texte qui vous attend. Bon, allez, je finis. Bon, vous voyez que ça, là, le fait que ça soit égal à ça, montre que ce que j'ai écrit est vrai. Ça vous va? Allez, on va clore ici notre petite étude. Je voulais vous parler d'un exercice que j'avais mis au point pour faire une fin ludique à l'année, mais tant pis. Ça sera dans la feuille d'exercice. Ça consiste en la situation suivante. N personnes... ça date du XVIIIe siècle. Hein. Beaucoup des probabilités étaient utilisées pour les théories des jeux ou les théories des rencontres. Donc, à l'époque, les hommes avaient tous des chapeaux. Donc, ils rentraient dans une pièce pour jouer et ils déposaient leur chapeau sur une table. La question qui s'est posée, que le chevalier de Montmort s'est posée, c'est si pendant le jeu ils avaient ingurgité un certain nombre de boissons alcoolisées et qu'en ressortant ils prenaient chacun au hasard un chapeau, quelle est la probabilité qu'aucune personne ne reparte avec son propre chapeau sur la tête? Ça s'applique par exemple à des fêtes ou des trucs à Noël, vous savez, tout le monde amène un cadeau et à la fin on prend les cadeaux au hasard et la question est quelle est la probabilité que personne n'ait le cadeau qu'il a amené? Alors réfléchissez-y, ça sera l'un des exercices de la feuille. D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances. Merci.
personne et le cadeau qu'il a amené. Alors, réfléchissez-y, ça sera l'un des exercices de la feuille. D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances. Monsieur, le chapitre est terminé. Bah oui, on va le dire. Donc, Léa, personnellement, j'étais assez sceptique. C'est une chance, tout simplement. En sachant que c'est pas parce que M. Marié, il donc il fait des contrôles. Donc, accroche-toi.